prévision de la demande. Donc nous sommes bien arrivés à la partie 2 intitulée méthode quantitative, et on va voir plus précisément la première méthode qui est la méthode de décomposition. Donc nous avons déjà vu dans la partie numéro 1 donc les deux approches de la fonction prévision de la demande. Nous avons parlé de l'approche qualitative, et aujourd'hui nous allons commencer à voir l'approche quantitative. Donc la formation sera animée par M. Mourouzine. Alors tout d'abord, je vous invite comme d'habitude de s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps, et on commence notre formation. Donc déjà, pour commencer les méthodes quantitatives, donc on doit savoir un point qui est très important, c'est la représentation graphique. Donc c'est un simple graphe qui nous permet de visualiser ou bien de bien visualiser la demande en fonction du temps, bien sûr, et aussi il nous permet d'anticiper la demande pour les prochaines périodes, bien sûr, à partir d'un graphe très simple. Comme j'ai dit, donc c'est la fonction demande en fonction du temps. Donc on prend un exemple pour illustrer ce qu'on vient de dire. Donc on prend le cas d'un relevé des valeurs de la demande d'une année. Donc lorsqu'on parle d'une année, donc on parle d'une période de 12 mois. Donc on va traiter notre cas en se basant sur une période mensuelle. Donc comme vous voyez dans le tableau, donc il y a le mois, ou bien la demande en fonction du temps. Donc janvier par exemple, nous avons 2000 pièces ou 2000 articles. Février la même chose, etc. Donc on peut présenter, ou bien on peut représenter ce tableau sous forme d'un diagramme, donc qui nous permet de visualiser et d'interpréter aussi la demande, ou bien la fonction prévision de la demande. Donc maintenant on va commencer notre première méthode quantitative relative à la fonction prévision de la demande. Elle s'appelle la méthode de décomposition. Donc déjà nous avons vu dans la partie 1 qu'il y a plusieurs types de demandes. Il y a tendance, il y a saisonnière, il y a résiduelle, etc. Donc on peut généraliser que la demande il se compose de ces trois facteurs. Donc pour avoir une décomposition, on peut décomposer la demande alors soit sous forme additive ou bien une forme multiplicative. Dans le cas d'une forme additive, donc c'est la somme des trois possibilités, ou bien des trois facteurs tendance, saisonnière et résiduelle, ou bien c'est la multiplication. Mais généralement la méthode la plus utilisée c'est la multiplication. Donc les facteurs Tn, Sn et Rn, avec Tn bien sûr, ou bien T c'est la tendance donnant l'évolution à moyen terme de la demande. Donc on va voir comment l'anticiper, ou bien comment l'estimer plutôt. Nous avons aussi les variations saisonnières, donc dues à des modifications périodiques de la demande liées à la nature du produit et son utilité. On prend le cas d'une consommation de lait dans une période de Ramadan. On prend le cas d'un article vêtements de l'été, donc pendant la période de l'été, etc. Donc ce sont des produits saisonnières, ou bien où la demande c'est bien sûr soit une hausse ou bien une baisse de demande selon la période. Et aussi les résiduels, ou bien des éléments qui sont imprévus, donc dû à de nombreuses causes bien sûr autres que les précédentes, comme modification climatique, comme un nouveau client, donc etc. Donc ce sont des modifications imprévues ou bien des éléments imprévus. Donc maintenant notre objectif c'est d'estimer la tendance, ou bien déterminer l'anticipation de la tendance, ensuite de la période saisonnière et aussi les éléments résiduels. Donc pour la variation de la tendance, donc on peut définir une droite de tendance par la méthode des moindres carrés. Donc nous avons déjà vu dans l'exemple de la représentation graphique que il y a des points donc, qui ne suivent pas bien sûr une droite, mais on peut estimer ces points avec une droite qui consiste à retenir parmi toutes les droites du plan étudié, c'est qui minimise la somme des carrés. Donc la première méthode pour déterminer l'équation de cette droite, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés. Donc on va voir directement les formules de la droite de moindre carré. On peut réaliser une autre vidéo pour démontrer comment on a trouvé la méthode de moindre carré. Donc voilà, donc l'équation, tant que c'est une droite, donc c'est une fonction y égale à x
plus B, ou bien D est égal à AN plus B, avec D c'est la tendance ou bien la demande. Donc l'équation de ci droite exprime la demande D en fonction du numéro de la période N. Donc nous avons vu dans l'exemple que nous avons 12 périodes, c'est-à-dire 12 mois, donc janvier, février. Donc on peut numéroter chaque mois avec un numéro. Par exemple, janvier on donne 1, février 2 et jusqu'à décembre on donne le numéro 12. Donc avec le grand N, c'est le nombre de périodes de l'historique. Dans ce cas-là, c'est 12. Donc notre objectif maintenant, c'est de trouver la valeur de A et de B. Donc à partir de la fonction ou bien à partir de la méthode de moins d'un carré, on peut trouver que A est égal à le nombre des périodes, dans ce cas-là, par exemple, dans notre exemple 12, multiplié par la somme N, ou bien petit n fois la demande dans cette période N. Donc petit n, c'est le numéro de la période, et dn, c'est la demande pendant cette période, moins la somme des périodes, multiplié par la somme des dn, ou bien la somme tout simplement des demandes, divisé par n fois la somme des n carrés, c'est-à-dire le carré des périodes moins la somme des n ou bien la somme des périodes, le tout au carré. Et aussi on trouve B est égal à la somme des dn divisé par grand N, c'est le nombre de périodes, moins 1 c'est fois la somme des petites n divisé par n. Donc à partir de cette équation là, on peut trouver D, ou bien on peut anticiper D en remplaçant juste la période N, c'est-à-dire supposons que on veut trouver la valeur de la demande pour la période de l'année N plus 1, par exemple de la période 13 au 14, il suffit de remplacer le petit n dans la fonction et trouver la valeur de la demande. Donc on va prendre un exemple pour bien comprendre bien sûr ce qu'on vient de dire. Donc on prend le cas de notre exemple. Donc nous avons une période qui peut aller de janvier jusqu'à décembre. Nous avons n, donc ce sont des valeurs qui sont données, ou bien le numéro de 1 jusqu'à 12. Donc on aura besoin, à partir de l'équation, on aura besoin de la somme des n, on aura besoin de n carré, on aura besoin aussi de n multiplié par dn, etc. Donc à partir de tout ça, on peut remplir le tableau, donc en trouvant la valeur de n carré. Par exemple, dans le cas du mois mars, donc n carré c'est 3 carré, c'est 9. Donc dn, donc c'est un exemple de l'historique, donc ce sont déjà des valeurs données à partir de l'historique d'une année n ou bien n-1. Nous avons la multiplication de n étoile et dn ou bien n fois dn, c'est-à-dire dans le cas par exemple du mois février, n c'est 2 fois dn c'est 21 000, donc ça donne 42 000. Donc on doit remplir tout d'abord ce tableau pour trouver les valeurs de A et de B. Nous avons ici la somme de tout n, donc la somme de 1 jusqu'à 2, ça donne 78. La somme des n carré c'est 650 dans cet exemple. Nous avons aussi le total ou bien la somme des dn qui est 25 ou bien qui 258 000, et nous avons aussi la somme des n multiplié par dn. Donc on remplace les valeurs dans la formule et on trouve par exemple A est égal à 12 qui est le nombre n, le grand N qui est le nombre de la période, fois la somme des n ou bien la somme des n fois dn, voilà, moins la somme des n fois la somme des n ou bien des dn. Donc on trouve la valeur de A est égal à 377,6, et de la même façon dans la formule on remplace les valeurs et on trouve B est égal à 100 ou bien 19 045,46, et on remplace les deux valeurs A et B dans la fonction pour trouver dn est égal à 368 multiplié par n plus 19 045. Donc ça c'est une fonction d'une droite, et on peut tracer bien sûr la droite pour anticiper la valeur de tendance. Donc pour tendance, donc automatiquement on peut remplacer dans l'équation n'importe quelle période où on veut anticiper la demande ou bien la prévision de la demande. Ensuite on doit estimer S ou bien la période saisonnière. Déjà pour savoir les variations saisonnières, donc ce sont des coefficients ou bien ce sont des coefficients qui représentent la différence entre la moyenne générale
ou bien la moyenne générale dans la période, et la moyenne d'une saison ou bien d'une période. Généralement, on peut prendre le cas ou bien un exemple des saisons d'un produit qui peut varier avec des semestres ou bien avec trimestres, etc. Donc ça dépend à la période où on veut travailler. Dans ce cas ou bien dans cet exemple, on va travailler sur 3 ou bien sur les trimestres. Donc on va prendre 3 mois pour chaque trimestre. Donc reprenons l'exemple précédent. Il faut tout d'abord déterminer la période sur laquelle nous allons travailler. Dans ce cas-là, comme je viens de dire, donc on va prendre le cas d'un trimestre. L'observation de la série chronologique nous montre des variations sensiblement trimestrielles et on choisit une période de 3 mois à partir de janvier. La moyenne globale, donc, c'est la somme des données divisée par le nombre de la période, dans ce cas-là c'est 12, donc la moyenne générale c'est 21 055 ou bien 500. Le tableau suivant, donc on va tracer ou bien on va remplir un tableau qui indique les calculs des indices saisonnalité. Donc généralement l'objectif de l'estimation de la période ou bien des variations saisonnières, c'est de trouver l'indice de saisonnalité. Donc c'est un indice sous forme de pourcentage qui lie la moyenne générale par rapport à la moyenne trimestrielle. Donc on va prendre le cas de ce tableau. Donc revenons à notre exemple. Donc la demande totale pour le premier trimestre ou bien les 3 mois. Donc si on va sommer dans le tableau ou bien dans le premier tableau, on trouve 60 000. Pour le deuxième trimestre, c'est 67 000. La même chose pour trimestre 4, 3 et 4. Donc c'est juste la somme de chaque trimestre. Ensuite, la moyenne. Donc la moyenne pour chaque trimestre. Donc on prend ça divisé par 3. Donc 60 000 divisé par 3, ça donne 20 000. 67 000 divisé par 3, ça donne 22 333. Et la même chose donc pour trouver les moyennes. Donc la relation ou bien l'indice de saisonnalité, c'est le pourcentage du moyen de ce trimestre par rapport au moyen général qui est 21 500. Donc si on prend par exemple 20 000 par rapport à 21 500, ça donne c'est 93%. C'est juste 21 000 divisé par 21 500, donc ça donne 90 ou bien 93%. La même chose pour le deuxième trimestre, ça donne 103,9%. Troisième trimestre, etc. Donc ça, ce sont des indices saisonniers pour chaque trimestre. C'est-à-dire pour le trimestre 1 de l'année, on va fixer comme indice de saisonnalité, c'est 93%. Pour le deuxième trimestre de chaque année, on va prendre, c'est-à-dire les mois de avril jusqu'à juin, donc ça donne 103,9, et la même chose pour les 2 autres trimestres. Donc pour l'estimation des R, généralement dans les exemples, vu que on peut pas anticiper les résidus, donc on prend le cas général, c'est de prendre juste la tendance et la saisonnalité. Donc nous avons exprimé la demande. Déjà, c'est la multiplication des 3 facteurs, mais nous venons d'évaluer les termes TN et SN exprimant respectivement la tendance et la saisonnalité. Donc nous avons déjà estimé SN et TN, mais RN représente tout ce qui n'est pas pris en compte par ces 2 facteurs. Il s'agit d'éléments aléatoires, donc on ne peut pas les anticiper en général, sauf si on peut par exemple les indiquer dans les autres exemples. Et dans ce cas là, on va prendre, c'est la multiplication des 2 facteurs, donc Tn fois Sn. Donc on trouve dans ce cas là donc un autre tableau. On va tracer Dn, donc voilà Dn, nous avons déjà vu ça. Ensuite la fonction de Tn, on remplace Dn pour trouver la valeur de Tn pour chaque mois. La même chose, c'est Sn déjà calculé pour chaque période ou bien chaque trimestre. Et ensuite, Pn ou bien les prévisions, c'est la multiplication. Donc on trouve les valeurs suivantes. Donc pour les 3 premiers mois, donc c'est 93%. Donc c'est déjà pour la période ou bien le trimestre 1, 103,9 pour le deuxième trimestre. La même chose pour les 3e et le 4e trimestre de la même façon. Et on trouve la valeur, donc c'est-à-dire pour l'année N-1, donc on peut anticiper ou bien prévoir une quantité de 18 062 par rapport à l'année précédente. Donc voilà.
Et à partir de ça, donc le tableau montre la prévision de la demande estimée pour mars et août prochain. Donc on va prendre un exemple des mois, par exemple de l'année N+1 et N+1 pour le mois mars et le mois août. Supposons qu'on est dans l'année N, donc nous avons 12 périodes ou bien 12 mois. Pour le mars de l'année N+1, on doit ajouter 3 autres mois, donc ça donne c'est 15, donc c'est N est égal à 15. La même chose pour août, donc on doit ajouter 5 autres mois pour atteindre le mois août de l'année N+1 et trouver donc N est égal à 20, et on remplace dans la fonction Tn, ça donne 24 715, et N c'est 93 parce que on parle du mois mars, donc automatiquement c'est le trimestre 1. La même chose pour août, donc on parle du trimestre 3, donc c'est 86,8%, et on trouve les prévisions de la demande pour l'année N+1 pour le mois mars et le mois août. Donc c'est une méthode très simple, c'est une méthode vraiment efficace, c'est une méthode très utilisée qui s'appelle la méthode de décomposition. Donc on va parler de quelques remarques de cette méthode. Donc cette méthode implique un stockage des données et de nombreux calculs, donc ça demande une traçabilité, un suivi des quantités de consommation, etc. pour utiliser l'historique, pour anticiper bien sûr les prochaines prévisions. Il est simple à utiliser avec l'aide d'un ordinateur, c'est-à-dire on peut travailler sur un fichier Excel ou à partir d'une application, etc. pour tracer les courbes, pour suivre les données, etc. Il est peu coûteux, ça ne demande pas beaucoup de ressources, donc il est très simple, c'est normal. Donc les prévisions seront correctes si les données ne sont affectées que par les deux facteurs considérés, et si de plus la tendance est régulière et la saisonnière reproductible, c'est-à-dire dans le cas d'absence des éléments résiduels. Donc ça c'est une méthode qui est très efficace, qui est vraiment régulière, ou bien qu'on peut utiliser et qui nous donne des valeurs correctes dans le cas d'absence des éléments résiduels. Alors donc on atteint la fin de notre formation d'aujourd'hui, donc de la partie 2. Donc dans les autres parties, on va voir les autres méthodes quantitatives autre que la méthode de décomposition. Donc vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne, et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre soit dans les commentaires ou dans les prochaines vidéos. Et merci à tous.